Le test suivant est celui des oscillations baryoniques, les BAO, qui est particulièrement propre car presque purement géométrique. Il s'agit cette fois, pour en apprendre plus sur la manière dont l'univers s'est étendu entre le découplage matière-rayonnement à Z autour de 1100 et aujourd'hui, de suivre une structure à très grande échelle au cours du temps. Une structure si grande qu'elle n'a quasiment pas été affectée par autre chose que l'expansion de l'univers. C'est précisément le cas de la fluctuation du CMB, que nous percevons sous un angle de 1 degré. On parle d'oscillation baryonique car, une fois de plus, il ne s'agit initialement que d'une fluctuation dans la distribution de matière normale et de rayonnement. La matière noire n'étant pas couplée au rayonnement n'était donc pas concernée. Pouvons-nous retrouver la signature de cet objet dans l'univers plus proche, à différents redshifts? Et sous quels angles devrions-nous l'observer alors? La structure a effectivement été identifiée à plusieurs redshifts, et à nouveau, l'angle sous lequel nous devrions l'observer va dépendre de la maintenant familière intégrale de h de z, entre le redshift où elle se trouve et z égale 0 aujourd'hui. Nous retrouvons la formule d'un angle θ, qui est le rapport du rayon de la structure, divisé par la distance à laquelle elle se trouve, qui nous est donnée par cette même intégrale qui nous est maintenant familière. Mais encore mieux que cela, il est possible de mesurer la taille de cette structure le long de la ligne de visée, c'est-à-dire suivant cette direction, plutôt que transversalement. Ce n'est pas un angle que l'on mesure dans ce cas, mais une différence de redshift entre les bords de l'objet. Et alors c'est directement à h de z que l'on accède, plutôt qu'une intégrale de h de z comme ici. Voyez d'ailleurs sur ce graphe, on représente à nouveau h de z sur 1 plus z ici, des mesures à différents redshifts, permettant de constater le bon accord entre la courbe, prédite par le modèle standard, et ces mesures, qui sont ici des points avec des barres d'erreur en couleur. Donc ce sont les points que vous voyez en rouge, vert, marron, jaune et bleu. Tandis que tous les autres points en gris ne sont que des anticipations de ce que pourraient donner les mesures futures des programmes expérimentaux en cours. Également, le bon accord peut être constaté sur cet autre graphe en dessous, entre la prédiction du modèle standard, qui est la bande grise, et les mesures qui, cette fois, résultent d'une combinaison de la mesure angulaire, donc transverse de l'oscillation baryonique, et de la mesure dans le sens de la ligne de visée dont nous venons de parler. À nouveau, vous voyez que toutes les mesures sont en bon accord avec la prédiction du modèle standard. Comme promis, le h de z, le taux d'expansion, est finalement contraint par la combinaison de tous les tests passés en revue, couvrant des redshifts allant de 0 à 1.5 pour les supernovae, quelques points seulement mais plus précis que nous venons de voir et jusqu'à 2.3 pour les oscillations baryoniques, puis les h de z des redshifts extrêmes, 1 milliard pour la nucléosynthèse primordiale, bien au-delà de z égale 1100 ici, et en passant par le redshift de 1100 du CMB, et aussi des intégrales dépendant du taux d'expansion durant toute l'histoire de l'expansion de l'univers, de l'origine à nos jours. Mais ne négligeons pas un dernier petit test, un test de cohérence de l'histoire du taux d'expansion de l'univers, que nous venons ainsi d'obtenir. Reconstituer l'histoire du taux d'expansion entre deux redshifts Z1 et Z2 donne en fait directement accès au temps mis par le facteur d'échelle pour s'étendre du redshift Z1 à Z2. Du coup, en particulier, si h de z est connu, entre z égale 0, correspondant à aujourd'hui, et z infini, correspondant à t égale à 0, autrement dit la naissance de l'univers dans un état infiniment contracté, une singularité initiale, et bien si l'on connaît h de z entre ces deux redshifts extrêmes, c'est l'âge de l'univers que l'on en déduit immédiatement. Il importe alors de vérifier que cet univers n'est pas plus jeune que ses plus vieilles étoiles, car le contraire serait absurde, ce serait comme un enfant qui serait plus âgé que sa mère. Or, l'âge des étoiles peut être déterminé très précisément
et indépendamment, en étudiant leur composition. Et la plus vieille étoile découverte à ce jour, baptisée Mathusalem, est âgée de 13,6 milliards d'années. Il importe donc que l'âge de l'univers, que l'on a déduit de h de z, soit supérieur à cette valeur. Ce qui est le cas avec un âge de l'univers de à peu près presque 13,8 milliards d'années, dans le cadre du modèle standard. Ceci dit, l'incertitude sur l'âge de Mathusalem est difficile à dénicher dans la littérature scientifique, et sachant que les étoiles qui étaient considérées il n'y a pas si longtemps comme les plus vieilles, avant la découverte de Mathusalem, ont parfois été rajeunies de presque 1 milliard d'années dans les années qui ont suivi leur découverte, peut-être devons-nous considérer ce genre de test avec prudence et ne pas lui accorder trop d'importance pour le moment. Ayant achevé de reconstituer l'histoire de h, le taux d'expansion en fonction du redshift, z, il ne reste plus qu'à identifier une théorie capable d'expliquer ce h de z. Dans le cadre du modèle standard reposant sur la relativité générale, la formule de h de z que vous voyez ici correspond à la courbe que vous voyez également au-dessus, ici au grand redshift et ici si l'on fait un petit zoom autour du redshift actuel. Et cette courbe est construite à partir des densités des différentes composantes postulées de l'univers. Cela n'est pas étonnant, sachant que dans le cadre de la relativité générale, on a la deuxième équation de Friedmann qui relie directement le taux d'expansion à la densité de l'univers à tout moment. Notre connaissance de l'histoire du taux d'expansion que nous avons mesuré doit donc résulter d'une certaine histoire des différents contenus connus ou postulés de l'univers qui déterminent cette densité. Ces contenus sont paramétrés par oméga r, la densité de rayonnement, oméga m, la densité de matière, et oméga lambda, la densité correspondant à la constante cosmologique, la forme d'énergie noire que l'on postule. Selon cette formule, l'histoire est donc la suivante. La radiation était dominante à grand redshift, oméga r. Mais comme la matière se dilue moins que le rayonnement au fur et à mesure que l'espace s'étend, cette matière a fini par prendre le dessus, ce qui s'est produit à partir d'un redshift de 3450, le redshift de l'égalité matière-rayonnement. Et depuis lors, la matière a dominé. Ce relais entre le rayonnement et la matière est nécessaire pour provoquer le changement de régime de h de z, entre le h de z tel que vous voyez là et le h de z au-delà de 3450. Ce relais entre le rayonnement qui était prépondérant puis la matière qui le devient, il est nécessaire pour provoquer le changement de régime de h de z, le h de z observé, signifiant que l'univers se met à décélérer moins vite lorsque la matière domine que lorsque la radiation dominait. Cette matière inclut a priori tout ce qui se dilue en 1 sur V lorsque le volume disponible, grand V, croît. Or, d'après l'analyse du CMB, seulement 20% de cette matière totale a participé aux oscillations acoustiques et est donc constituée de matière normale, qui interagit avec la lumière, tandis que le restant, 80%, doit être une forme de matière invisible qui semble n'interagir que par la gravité. La totalité de la matière, matière normale, baryonique et matière noire, de ce oméga m, a donc dominé jusqu'à ce que une nouvelle forme d'énergie émerge et prenne le dessus aux alentours de z égale 0,7 ici. Ce qui est très récent compte tenu d'une histoire de l'univers qui a couvert une plage de redshift de 0 aujourd'hui, jusqu'à en tout cas beaucoup plus de 1 milliard dans sa partie explorée. Ce 0,7 ici correspond par contre à peu près la moitié de l'âge de l'univers si l'on se réfère au temps que nous donnent nos horloges terrestres. Cette énergie noire, paramétrée par oméga lambda, représenterait aujourd'hui près de 70% de la densité de l'univers. Elle est invoquée pour expliquer cette accélération que vous observez ici. Le h de z sur 1 plus z se met à croître depuis z égale 0,7. Au-delà de z égale 10, dans toute cette partie-là, cette forme d'énergie devait être complètement négligeable. Cela est possible car cette énergie noire que l'on postule
était présente depuis toujours, mais comme elle ne se dilue pas du tout, contrairement aux autres formes d'énergie qu'on l'espace s'étend, en tout cas s'il s'agit d'un terme de constante cosmologique, et bien quand toutes les autres formes se sont raréfiées, elle a fini par émerger et devenir dominante. Notons que si l'on fait varier ne serait-ce que de quelques pourcents les paramètres oméga lambda, oméga m, oméga r, qui entrent dans H2Z, on est tout de suite dans les choux par rapport aux contraintes observationnelles, les 5 tests les plus contraignants que nous avons évoqués, mais pas seulement. Ceci fait dire à un certain nombre de chercheurs que nous sommes bel et bien entrés dans l'ère de la cosmologie de précision. Il est important de relever au passage que ce ne sont pas seulement les anomalies des courbes de rotation des galaxies qui nous incitent à faire appel à de la matière sous une autre forme que la matière normale baryonique. Car une fois de plus, l'analyse du rayonnement de fond cosmologique lui-même nous a montré que dans la densité du plasma primordial qui oscille, la matière normale qui se couple aux photons ne représente que 20% de la matière totale. Cette matière totale elle-même évaluée indépendamment, directement par le taux H2Z observé. La matière noire est donc déjà bien là, à l'époque où le CMB a été émis. Une époque primordiale à laquelle la matière normale n'est censée exister que sous une forme très simple, essentiellement des noyaux d'hydrogène et d'hélium dans le plasma, et a priori pas d'objets compacts de type astrophysique, qui ne se formeront que beaucoup plus tard. Nous aurons bientôt l'occasion de reparler des divers candidats à la matière noire. Voyez comment la proportion relative des différents constituants de l'univers a beaucoup changé entre par exemple le redshift ici un peu inférieur à 1100. Vous voyez qu'à l'époque la matière noire et la matière normale sont prépondérantes, tandis que le rayonnement est déjà dominé. Photons et neutrinos sont en minorité par rapport à la matière totale. Aujourd'hui, on retrouve la matière noire et la matière normale dans les mêmes proportions relatives. Le rayonnement a complètement disparu, enfin il est toujours là mais sa densité est négligeable, et 72% du camembert est représenté par l'énergie noire. Nous avons terminé le tour d'horizon de la cosmologie standard, qui va maintenant nous permettre de réaborder tout cela dans un nouveau cadre, et de voir si la théorie de la gravité avec versant obscur peut prétendre rendre compte également des 5 observables majeurs de la cosmologie, et donc du taux d'expansion H2Z que nous en avons déduit. Je tiens à mentionner qu'il y a d'autres tests qui portent plus spécifiquement sur l'évolution des fluctuations depuis le découplage matière-rayonnement, mais j'aborderai cela en temps voulu. L'exposé qui précède devrait avoir sensibilisé en tout cas au fait qu'il est certes possible d'apporter des petites modifications au modèle standard, mais que des bouleversements radicaux auraient peu de chances de ne pas détériorer irrémédiablement et complètement l'accord avec les 5 tests que nous avons passés en revue. La théorie de la gravité avec versant obscur est pourtant un grand bouleversement conceptuel, mais comme elle ne modifie la physique qu'à bas redshift, ou à des redshifts au contraire extrêmes, complètement inaccessibles à l'observation, elle a des chances de se confronter avec succès avec tous les observables. Voici en effet l'histoire de H2Z prédite par la théorie. C'est la courbe rouge que vous voyez ici, et que vous pouvez comparer immédiatement à la courbe bleue, qui est l'histoire de H2Z telle que l'a décrit le modèle standard lambda CDM. Au lieu de l'énergie noire pour progressivement accélérer l'univers, nous avons une transition discrète, subite, qui se situe à peu près ici autour de Z égale 0,9. Et par cette transition, c'est subitement le contenu de l'autre versant de l'univers qui s'est mis à piloter le taux d'expansion. Le taux H2Z est bien continu à la transition ici, de même que toutes les densités d'ailleurs, et donc le redshift. Tandis que la dérivée de H2Z est discontinue, du fait de la discontinuité du facteur d'échelle. Souvenons-nous que c'est le croisement des densités des deux versants qui a provoqué cette transition. On est donc en mesure d'expliquer l'accélération de l'univers sans énergie noire. Par contre, on a toujours besoin d'à peu près autant de matière noire que dans le modèle standard, à l'échelle cosmologique. Mais on verra que notre nouveau cadre permet de proposer de nouveaux candidats plausibles pour la matière noire. Et que cette matière noire n'est plus accessible à l'observation,
y compris par ses effets gravitationnels, depuis la transition à z égale 0,9 ici. Nous verrons que tous les effets prétendument dus à la matière noire dans l'univers depuis la transition sont en fait dus à des fluctuations de densité dans la distribution de la matière du versant obscur. La matière noire n'avait des effets gravitationnels en réalité qu'avant la transition, c'est-à-dire dans la première moitié de l'âge de l'univers. Mais revenons à l'énergie noire. En lieu et place de la densité d'énergie noire, notre paramètre maintenant, c'est le redshift de la transition. C'est ce paramètre, ici, le redshift à laquelle on passe de l'univers décéléré à accéléré, que nous allons devoir ajuster. C'est un paramètre inévitable dans une théorie où l'un des versants a une densité plus faible qui augmente et l'autre plus grande qui décroît. Il est inévitable que ces densités finissent par se croiser. J'ai présenté cela en détail lors des précédentes vidéos. Existe-t-il une valeur de ce redshift de transition permettant de rester en accord avec les 5 thèses de la cosmologie? Eh bien la réponse est affirmative. La première chose à tester est de voir s'il existe un redshift de transition pour lequel notre H2Z s'ajuste bien à la distance de luminosité observée des supernovae. Et cet ajustement nous dit que la transition doit se situer dans la bande verte, ici que vous voyez, pour être en bon accord avec les supernovae. Mais il y a plus. La théorie de la gravité avec versant obscur ne se contente pas de prédire une accélération, que vous voyez dans la branche ici, où la courbe se met à augmenter. Elle précise suivant quelle loi exacte s'effectue cette accélération. Ici, c'est une loi où le facteur d'échelle dépend du temps à la puissance 2. A de t est proportionnel à t au carré. Et cette puissance de 2 est précisément celle qui est préférée par les supernovae à bas redshift. C'est un résultat qui n'est pas attendu dans le cadre du modèle standard, mais qui est vraiment prédit dans notre cadre. Il importe aussi que notre H2Z prédise le même angle de 1 degré correspondant au pic acoustique observé. À nouveau, c'est le cas. Le rapport que vous voyez ici, c'est la fraction entre le θ, l'angle prédit par la théorie de la gravité avec versant obscur, et celui prédit par le modèle standard. Il doit donc être de 1, quasiment exactement, pour être en bon accord avec la position du pic acoustique observé. C'est alors non seulement le test du CMB, le rayonnement de fond cosmologique, mais aussi le test de la nucléosynthèse primordiale qui sont assurés de fonctionner. Car nous n'avons en fait modifié que de façon minime le taux d'expansion au haut redshift. Comme vous le voyez ici, dans les grands redshifts, sur l'essentiel de l'histoire de l'univers, le taux d'expansion en rouge, prédit par la théorie de la gravité avec versant obscur, est très proche de celui prédit par le modèle standard. Ce n'est qu'à bas redshift, ici, que nous avons un écart de comportement. Et c'est pourquoi la densité de matière totale et le rayon de l'horizon sonore, le rayon correspondant au premier pic acoustique, sont très peu différents de ceux du modèle standard, comme vous pouvez le voir ici. L'âge de l'univers est aussi acceptable, de l'ordre de 13,6 milliards d'années, qui est aussi l'âge de Mathusalem, compte tenu de l'incertitude floue sur l'âge de cette étoile, qui est considérée comme étant la plus vieille. Enfin, les principaux points H2Z tirés des BAO sont également en assez bon accord avec notre H2Z prédit. C'est ce que vous pouvez voir ici, ce point-là et ces trois ici ne sont pas en tension par rapport à notre prédiction. Mais pour avoir cet accord, il faut bien prendre soin de ne retenir que les données publiées qui font moins appel à des techniques de reconstruction s'appuyant sur des simulations reposant sur le modèle standard. Il faut faire attention à cela, en effet, on ne peut évidemment pas tester une théorie alternative comme la nôtre en utilisant des données expérimentales qui, à un niveau ou à un autre, supposent que le modèle standard est le bon modèle pour corriger divers effets systématiques. Il nous faut donc notamment choisir ici l'analyse dite full shape des BAO. Le test angulaire des BAO fonctionne aussi correctement, sauf à bas redshift avec des tensions de 2 à 3 sigma sur les points à bas redshift, comme celui-ci et comme celui-là, qui sont assez loin de notre prédiction qui est la surface en rouge. Cette tension est liée au fait que notre taux d'expansion actuel, H0, prédit, est beaucoup plus haut que celui prédit par le modèle standard. Vous le voyez ici, si l'on prolonge notre courbe, on aboutit à un taux d'expansion au temps présent ici, qui est nettement plus élevé
que le H0 prédit par le modèle standard. Comment obtient-on d'ailleurs ce H0? Eh bien, il suffit de prolonger la courbe du modèle standard ici jusqu'à z égale à 0. Et d'ailleurs, cette courbe du modèle standard, elle repose sur tous les observables de la cosmologie dont j'ai parlé, tels qu'ils sont ajustés par la formule du modèle standard. Et c'est là où les choses deviennent fascinantes. Figurez-vous que récemment, des cosmologistes sont parvenus à mesurer directement le taux d'expansion actuel, le H0, par deux méthodes différentes. Donc ils ont mesuré le taux d'expansion ici, que vous voyez là en vert, d'abord en utilisant des supernovae calibrées avec des céphéides, et aussi par une méthode radicalement différente, utilisant des effets de lentilles gravitationnelles fortes. Jusque-là, les supernovae ne permettaient que de tester l'allure de la courbe H2Z, c'est-à-dire que, grosso modo, les supernovae nous disaient qu'on devait avoir une phase de décélération et une phase nous disait qu'on devait avoir une phase de décélération suivie d'une phase d'accélération. Mais ces supernovae ne permettaient pas de tester la normalisation, c'est-à-dire que H2Z n'était connu qu'à un facteur constant près par les supernovae. Donc cette courbe que vous voyez là aurait très bien pu aussi bien être au-dessus ou en dessous. La courbe pouvant donc être décalée vers le haut ou le bas, les SN ne se prononçaient pas sur le taux d'expansion H0 présent. Mais une fois précisément calibrés, donc normalisés, les supernovae contraignent aussi à quel niveau se situe la courbe, et donc le H0, le taux d'expansion actuel. Ce H0 qui en résulte et qui est donc maintenant mesuré directement, comme vous le voyez, il est quasiment à 5 écarts standards de celui qui est prévu par le modèle standard. C'est donc un énorme pavé dans la mare pour le modèle standard et peut-être une confirmation éclatante pour la théorie de la gravité avec versant obscur. Si cette mesure de H0 est la bonne, alors ce sont les mesures à bas redshift, des BAO, qui sont affectées d'effets systématiques, d'effets que l'on ne comprend pas. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est précisément parce que le taux d'expansion actuel est très élevé que la courbe rouge, notre courbe rouge, ne peut pas être en bon accord avec les points des BAO comme celui-ci et celui-là qui sont à bas redshift. Donc, je le répète, si cette mesure de H0 est confirmée, cela veut dire que ces points-là sont affectés d'effets systématiques, d'erreurs qui n'ont pas été bien corrigées et identifiées, d'effets que l'on ne comprend pas. En fait, la théorie de la gravité, avec versant obscur, elle-même peut proposer des explications plausibles à ces écarts. Mais pour les comprendre, il faudra que je développe dans une autre vidéo comment cette théorie décrit l'évolution des fluctuations. Car l'évolution du background, c'est-à-dire les densités et gravités moyennes, sur lesquelles nous nous sommes concentrés pour le moment, ne suffit pas pour cela. Bref, le suspense est à son comble, et cette tension à 5 écarts standards dont je vous parle est véritablement la grande star de toutes les conférences internationales du moment. Le point anguleux que vous observez ici, impliquant que des champs sont discontinus, le facteur d'échelle ici, c'est quelque chose d'extrêmement choquant pour les théoriciens. Ils ont tort pourtant, car je montrerai dans une future vidéo que non seulement des discontinuités de champs ne posent aucun problème mathématique véritable pour être intégrées dans une théorie, elles peuvent être introduites tout à fait rigoureusement, mais bien plus que cela encore, en fait, le discontinu existe déjà en physique, avec la mécanique quantique, et qu'il a vraiment tout à voir avec les discontinuités que nous avons ici. Pour être compris à un niveau fondamental, en réalité, ce qui n'est toujours pas le cas, les phénomènes quantiques, en fait, exigent que nous introduisions de véritables discontinuités de champ. En tout cas, si l'on n'abandonne pas la position réaliste forte, qui a toujours été celle du physicien et même des scientifiques en général. Et ce sont précisément de telles discontinuités que la théorie de la gravité avec versant obscur nous offre gratuitement et de façon non arbitraire, tout étant lié à des symétries fondamentales discrètes. Pour conclure, en ce qui concerne les tests observationnels, on peut donc dire que la théorie de la gravité avec versant obscur est en accord avec les 5 tests essentiels de la cosmologie. En bon accord avec les supernovae, puisqu'on prédit une transition qui est dans cette bande verte, et nous y sommes. En bon accord avec les BAO, à la fois le H2Z mesuré directement, mais aussi les intégrales de H2Z que l'on obtient par les mesures d'angle. Également l'angle de la fluctuation à 1 degré
dans le bruit de fond fossile, l'âge de l'univers, mais aussi le taux d'expansion H0, qui est une mesure toute récente, et cela beaucoup mieux que le modèle standard qui lui est en tension à 5 écarts standards avec cette mesure. Donc par rapport au modèle standard, nous sommes avantagés. Nous avons résolu une tension de 5 écarts standards au prix de nouvelles tensions à 2 ou 3 écarts standards que vous voyez là, mais des tensions que je pense pouvoir expliquer assez simplement dans le cadre de la théorie de la gravité avec versant obscur.